You see, the whole of my adult life. 9 août 1965, un homme s'écroule en direct à la télévision. Il vient de comprendre que tout ce pourquoi il s'est battu durant toute sa vie n'a servi à rien. Le pays qu'il dirige vient d'être mis à la porte par tous ses autres voisins, littéralement expulsé. Et ce pays en question n'a aucune ressource naturelle, pas assez d'eau potable pour tout le monde, un chômage massif et des tensions raciales explosives. Et 60 ans plus tard, c'est un des pays les plus riches et les plus prospères au monde. Mais alors comment c'est possible ? Et je parle ici de Singapour. Et pour comprendre pourquoi c'est devenu un des pays les plus riches au monde aujourd'hui, il faut déjà se pencher sur son histoire. Pour vous faire un bref récap, au 19e siècle, l'Empire britannique a des colonies un peu partout autour du globe. En 1819, un officier du nom de Raffles débarque sur un ensemble d'îles coincées entre le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. Il les achète au sultan local pour 33 000 pesos, autant vous dire 3 fois rien. Mais l'endroit est pauvre, sans ressources, régulièrement attaqué par des pirates, mais géographiquement, c'est un des points de passage obligatoires entre l'Inde et la Chine. Et ça vaut de l'or aux yeux de Londres. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate. Les Japonais y voient une occasion d'étendre leur influence et envahissent la péninsule malaise en descendant vers le sud. Des dizaines de milliers de réfugiés fuient devant l'avancée de l'armée japonaise et se réfugient à Singapour, le dernier bastion britannique debout. La population de l'île double presque du jour au lendemain, mais le 15 février 1942, Singapour tombe à son tour. Tous ces réfugiés se retrouvent piégés avec la population locale, sous une occupation qui devient un vrai cauchemar. Camps de prisonniers, massacres de civils et même des expériences bactériologiques sur des cobayes humains. Ce sont les années les plus sombres de l'île. En 1945, les Britanniques reprennent le contrôle, et en 1959, Londres accorde à Singapour l'autonomie interne. Lee Kuan Yew, 35 ans, devient le premier ministre de l'histoire du pays. Mais attention, ce n'est pas encore l'indépendance. Singapour gère ses affaires intérieures, mais Londres garde la main sur la défense et la diplomatie. Un statut hybride à mi-chemin entre la colonie et la nation souveraine. Dans ce contexte de guerre froide, où l'influence communiste inquiète les puissances occidentales dans toute la région, Londres pousse à la création d'une grande fédération regroupant la Malaisie, Singapour et d'autres territoires voisins. Pour Lee Kuan Yew, c'est une opportunité inespérée. Singapour est minuscule, sans ressources, entourée de voisins potentiellement hostiles. Seule, elle ne survivrait probablement pas. S'unir à un ensemble plus grand, c'est sa seule option viable. En 1963, Singapour rejoint donc la Fédération de Malaisie. Mais très vite, un problème éclate. La Malaisie est peuplée majoritairement de Malais, mais Singapour, elle, est peuplée de 2/3 de Chinois. Et le dirigeant de la Malaisie veut clairement privilégier la population malaise. Des tensions raciales explosent alors, puis des émeutes violentes entre les communautés chinoises et malaises. Et s'il y a une seule date à retenir dans cette vidéo, c'est celle-là, 1965. Singapour est littéralement expulsé de la fédération. Ce n'est pas Singapour qui part, c'est la Malaisie qui la met à la porte, jugeant la situation ingérable. Le 9 août 1965, Lee Kuan Yew annonce la nouvelle en direct à la télévision. Et il craque, en larmes. Devant les caméras, il dit que cette séparation détruit tout ce pour quoi il s'est battu. On this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, you see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. Singapour se retrouve seule, livrée à elle-même, le seul pays au monde qui n'a jamais voulu son indépendance, et qui l'a pourtant obtenue de force. Si on devait résumer l'histoire de Singapour ici, ce serait un peu comme commencer une partie avec que des mauvaises cartes en main. Mais alors, comment cet État, qui n'avait objectivement rien pour réussir, est-il devenu aujourd'hui l'un des pays les plus prospères au monde ? Ce qui rend Singapour unique, c'est d'abord son positionnement géographique. On l'a vu, elle se trouve à l'embouchure du détroit de Malacca, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, avec un trafic comparable à celui du canal de Suez. Environ 20% du trafic maritime mondial passe par ce détroit. C'est la principale route d'approvisionnement en pétrole pour la Chine et le Japon. Résultat, Singapour possède aujourd'hui le deuxième port le plus actif au monde, juste derrière Shanghai. Mais la richesse de Singapour, ce n'est pas juste un coup de chance géographique, ça va plus loin que ça. Après la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide, pendant que beaucoup de pays d'Asie se ferment à l'Occident, l'URSS, la Chine et même la Malaisie, Singapour, quant à elle, a fait le pari inverse. Elle a ouvert grand ses portes aux capitaux étrangers et aux multinationales, avec une fiscalité ultra attractive.
D'abord, dans les années 60, Singapour tente de produire elle-même ce qu'elle importe. Mais le marché intérieur est bien trop petit. Quelques millions d'habitants ne suffisent pas. Alors le pays opère un virage stratégique. Produire non plus pour soi, mais pour le monde entier. Des géants comme Texas Instruments, Shell ou Pfizer viennent s'installer. Singapour se met à exporter du textile, puis des composants électroniques basiques. Dans les décennies suivantes, le pays monte en gamme. Il construit même une île artificielle en fusionnant plusieurs îlots, spécifiquement pour accueillir son industrie pétrochimique, qui deviendra la troisième plus importante au monde. Électronique de pointe, raffinage pétrolier, puis finance et biotechnologie, Singapour grimpe méthodiquement les échelons de la chaîne de valeur mondiale. Et puis, il y a l'autre ressource, invisible celle-là. Sans matière première, la seule chose que Singapour pouvait exploiter, c'était ses habitants. Lee Kuan Yew investit massivement dans l'éducation, fondée sur la méritocratie pure. Résultat, une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de répondre aux besoins des multinationales installées sur son sol. Géographie, ouverture économique, montée en gamme industrielle et investissement humain, voilà les 4 ingrédients du miracle singapourien. Mais cette réussite a un prix. Et ce prix, c'est peut-être la partie la moins connue de l'histoire de Singapour. Singapour est officiellement une république, avec une stabilité politique hors norme. Mais pourtant, les politologues la qualifient souvent de démocratie autoritaire, voire de dictature bienveillante. Les mots sont forts. Regardez les chiffres. En plus de 70 ans d'existence, Singapour n'a connu que 4 premiers ministres, et tous issus du même parti. Depuis 1959, ce même parti remporte systématiquement toutes les élections à une écrasante majorité. Entre 1968 et 84, pendant 16 ans, l'opposition n'a obtenu strictement aucun siège au Parlement. Et pour couronner le tout, le vote est obligatoire à Singapour sous peine de sanctions. Sur le papier, la démocratie fonctionne pleinement. Dans les faits, elle n'a jamais vraiment changé de main. Sur le plan judiciaire aussi, la fermeté est totale. La peine de mort reste automatique pour un certain nombre de crimes graves, notamment liés au trafic de drogue. C'est une des politiques les plus strictes au monde sur ce point. Et pour faire taire ses opposants, le régime a une arme de prédilection, le procès en diffamation. Plutôt que d'emprisonner directement ses critiques, on les ruine financièrement à coups de procès colossaux. Amnesty International dénonce cette pratique depuis des décennies. Mais vous savez quoi, c'est même pas ça le pire dans toute cette histoire. C'est que cette répression n'a jamais été cachée. Lee Kuan Yew lui-même défendait l'idée que certaines libertés individuelles devaient être sacrifiées en échange de la stabilité et de la prospérité collective. Les analystes appellent ça le contrat social singapourien, une démocratie autoritaire en échange d'un niveau de vie extrêmement élevé. C'est notamment l'un des systèmes politiques qui a le plus inspiré la Chine actuelle. Le prix de la réussite. Singapour affiche aujourd'hui l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde. Elle est au 5e rang mondial. On la surnomme parfois la Suisse de l'Asie. C'est aussi un paradis fiscal qui attire des entreprises étrangères à bras ouverts. Mais il faut nuancer ce chiffre impressionnant. D'abord, ces statistiques ne comptent que les citoyens singapouriens et les résidents permanents. Or, les travailleurs immigrés représentent 40% de la population active du pays. Et leur réalité est très différente. Bien moins payés que les citoyens pour un travail identique, ils ont par exemple dû attendre 2013 pour qu'un simple jour de repos par semaine leur soit garanti par la loi. Ensuite, il y a la question du temps de travail. Singapour est l'un des pays dits développés qui a le plus d'heures travaillées par an. La loi impose bien sûr un jour de repos hebdomadaire, mais l'employeur peut demander à le supprimer. L'employé a le droit de refuser, mais dans les faits, refuser devient souvent un motif détourné de licenciement. Et le paradoxe le plus frappant dans cette histoire, c'est que malgré ce niveau de vie exceptionnel, dans le classement mondial du bonheur en 2026, Singapour se classe derrière la France. Une France qui traverse pourtant sa pire année depuis la création de ce classement. Un pays parmi les plus riches de la planète, dépassé sur le bonheur par un pays en pleine crise de confiance. Ça en dit long sur ce qu'on sacrifie vraiment pour la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Singapour est un pays qui a fait un pari radical. Sacrifier une bonne partie des libertés individuelles au nom de la stabilité et de la prospérité. Un seul parti au pouvoir depuis 60 ans, une opposition politique quasi inexistante, une justice inflexible, des opposants muselés, et en face de ça, un pays parmi les plus riches au monde, une sécurité, une stabilité et une réussite économique que peu de nations peuvent revendiquer. Sans ce contrôle politique aussi strict, Singapour n'aurait probablement jamais eu la même trajectoire. Alors la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Est-ce que le niveau de vie justifie ce qu'il a fallu sacrifier pour l'obtenir? Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez.